De l'histoire, du roman historique, bonjour à nouveau. Donc là c'est le second épisode des croisades. Alors c'est une évocation des croisades de manière générale parce que c'est un événement dans le Moyen-Âge qui a pris 3 siècles quand même. Donc on a parlé la dernière fois de livres d'histoire, d'une grande œuvre historique des années 30 de René Grousset, qui était académicien de l'Académie française. C'est publié chez. Là, cette édition est publiée chez Talandier. C'est une belle édition, je me suis offert. Et c'est en 8 tomes, donc c'est beaucoup de détails, donc c'est très intéressant pour quelqu'un qui veut faire des romans historiques. Voilà, parce que c'est infiniment de détails. Alors par contre, ça existe en poche aussi. Alors c'est la collection Tom Puce chez Perrin. Donc c'est la même chose, mais c'est moins cher, quoi. Et ça se trouve assez facilement. Vous commandez chez le libraire, regardez sur internet, etc. C'est très très bien fait. Il y a aussi beaucoup d'illustrations. Donc la géographie aide beaucoup à comprendre les événements. Donc il y a beaucoup de cartes de géographie également. Dans l'édition de luxe, en quelque sorte, c'est le cas aussi. Alors si on parle de géographie, il y a plein de documents, mais je vous en montre un tout petit peu. Il y a cet atlas des croisades, qui a été fait par des anglo-saxons, si je ne m'abuse, qui est traduit en français. Voilà, c'est des anglais, c'est Jonathan Rulett-Smith, traduit de l'anglais par Camille, qui est une dame, Cantoni. Donc c'est édition Autrement, collection Atlas Mémoire. Alors justement, ça c'est Saint-Sépulcre, donc il y a beaucoup d'illustrations, et puis surtout il y a des illustrations en couleur et très détaillées. Donc si on veut comprendre, c'est le genre d'ouvrage qui est vraiment très intéressant. Voilà. Donc il y a à peu près tout ce qu'il y a comme croisade au Moyen-Âge. Il y a même les chevaliers teutoniques en Lituanie, en Prusse, etc., en Livonie. Voilà, donc c'est des ouvrages à la fois beaux et intéressants. Voilà. Donc ça c'est pour les documents nécessaires à l'élaboration de romans historiques. Alors là, pour illustrer, je ne vais pas vraiment vous donner en lecture un roman historique, c'est plutôt un récit d'Amin Maalouf, qui lui est un créateur de romans historiques très célèbre, qui lui aussi est à l'Académie française maintenant, et que j'évoque souvent, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et mais lui, ce qui est intéressant là, en l'occurrence dans ce récit, c'est qu'il prend ça s'appelle les croisades vues par les Arabes, parce que lui-même est d'origine libanaise. Donc ses ancêtres, en quelque sorte, étaient sur les lieux des faits. Donc en sous-titre, il y a marqué la barbarie franque en Terre Sainte. Donc c'est un positionnement particulier, alors qu'on peut dire en quelque sorte que l'œuvre purement historique de René Grousset, c'est un petit peu de l'autre côté de la barrière. Voilà, donc je voulais vous lire des passages d'un romancier très célèbre qui a fait des grands romans historiques, comme Léon l'Africain par exemple, et c'est plutôt une œuvre d'historien en l'occurrence. Voilà. Mais c'est très intéressant, donc au lieu de citer un roman historique, j'ai préféré utiliser cet ouvrage-là. Voilà. Donc je vous lis des passages. Donc page 7, Bagdad, août 1095, c'est ça. Bagdad, août 95 ou 99, j'écris mal moi. Alors Bagdad, août 1099. Bagdad, août 1099. Je vais peut-être commencer par le quatrième de couverture.
enfin, je vous parle d'Amin Malouf, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais enfin bon, si vous écoutez un petit peu mes épisodes, j'en ai parlé souvent, mais enfin bon, bref. Amin Malouf, né au Liban, il vit à Paris, récompensé par le prix Goncourt en 93 pour le Rocher de Tagnos. Il est reconnu comme spécialiste du monde arabe et des relations entre l'Occident et le Moyen-Orient. C'est en quelque sorte une vue des relations entre le Moyen-Orient et le Proche-Orient et l'Occident. Donc on reprend. Bagdad, août 1099. Sans turban, la tête rasée en signe de deuil, le vénérable cadi Abu Sa'ad al-Ahriwi pénètre en criant dans le vaste divan du calife al-Mustazir Billah. À sa suite, une foule de compagnons jeunes et vieux, ils approuvent bruyamment chacun de ses mots et offrent, comme lui, le spectacle provoquant d'une barbe abondante sous un crâne nu. Quelques dignitaires de la cour tentent de le calmer, mais les écartant d'un geste dédaigneux, il avance résolu vers le milieu de la salle, puis, avec l'éloquence véhémente d'un prédicateur du haut de sa chair, il sermonne tous les présents, sans égard pour leur rang. Osez-vous somnoler à l'ombre d'une heureuse sérénité dans une vie frivole comme la fleur du jardin, alors que vos frères de Syrie n'ont plus pour demeure que les selles des chameaux et les entrailles des vautours? Que de sang versé! Que de belles jeunes filles ont dû de honte cacher leurs doux visages dans leurs mains. Les valeureux Arabes s'accommodent-ils de l'offense, et les preux persans acceptent-ils le déshonneur? C'était un discours à faire pleurer les yeux et émouvoir les cœurs, diront les chroniqueurs arabes. Toute l'assistance est secouée par les gémissements et les lamentations. Mais Al-Ahraoui ne veut pas de leurs sanglots. La pire arme de l'homme, lance-t-il, c'est de verser des larmes quand les épées attisent le feu de la guerre. S'il a fait le voyage de Damas à Bagdad, 3 longues semaines d'été, sous l'implacable soleil du désert syrien, ce n'est même pas pour mendier la pitié, mais pour avertir les plus hautes autorités de l'islam de la calamité qui vient de s'abattre sur les croyants, et pour leur demander d'intervenir sans délai afin d'arrêter le carnage. Jamais les musulmans n'ont été humiliés de la sorte, répète Al-Ahraoui. Jamais auparavant de leur contrée n'ont été aussi sauvagement dévastés. Les hommes qui l'accompagnent se sont tous enfuis des villes saccagées par l'envahisseur. Certains d'entre eux comptent parmi les rares rescapés de Jérusalem. Il les a amenés avec lui pour qu'ils puissent raconter, de leur propre voix, le drame qu'ils ont vécu un mois plus tôt. C'est en effet le vendredi 22 Shahaban de l'an 492 de l'Hégire, le 15 juillet 1099, que les Francs se sont emparés de la ville sainte après un siège de 40 jours. Les exilés tremblent encore chaque fois qu'ils en parlent, et leur regard se fige, comme s'ils voyaient encore devant leurs yeux ces guerriers blonds bardés d'armure qui se répandent dans les rues, sabres au clair, égorgent hommes, femmes et enfants, pillant les maisons, saccageant les mosquées. Voilà, bon, ça évoque bien ce que fut la croisade à Jérusalem. Alors, page 13, les Francs arrivent. Page 13. Page 13, les Francs arrivent. Regardez les Francs, voyez avec quel acharnement ils se battent pour leur religion, alors que nous, les musulmans, nous ne montrons aucune ardeur à mener la guerre sainte. C'est une citation de Saladin, donc on verra plus tard. Les Francs arrivent. Cette année-là, les informations commencèrent à se succéder sur les apparitions de troupes francs, venant de la mer de Marmara, en une multitude innombrable. Les gens prirent peur. Les renseignements furent confirmés par le roi Kilij Arslan, dont le territoire était le plus proche de ces Francs. Le roi Kilij Arslan, dont parle ici Ibn al-Kalanissi,
n'a pas encore 17 ans à l'arrivée des envahisseurs. Premier dirigeant musulman à être informé de leur approche, ce jeune sultan turc, aux yeux légèrement bridés, sera à la fois le premier à leur infliger une défaite et le premier à se faire battre par les redoutables chevaliers. Dès juillet 1096, Kilij Arslan apprend qu'une immense foule de Francs est en route vers Constantinople. D'emblée, il craint le pire. Bien entendu, il n'a aucune idée des buts réels poursuivis par ces gens. Donc il y a la carte de géographie, on voit l'arrivée des Francs en Asie mineure, puis enfin en Syrie. Mais leur venue en Orient ne présage pour lui rien de bon, bien évidemment. Le sultanat qu'il gouverne s'étend sur une grande partie de l'Asie mineure, un territoire que les Turcs viennent tout juste d'arracher aux Grecs. En fait, le père de Kilij Arslan, Süleyman, a été le premier Turc à s'emparer de cette terre, qui allait s'appeler bien des siècles plus tard la Turquie. À Nicée, la capitale de ce jeune État musulman, les églises byzantines restent plus nombreuses que les mosquées. Si la garnison de la cité est formée de cavaliers turcs, la majorité de la population est grecque. Et Kilij Arslan ne se fait guère d'illusions sur les véritables sentiments de ses sujets. Pour eux, il serait toujours un chef de bande barbare. Le seul souverain qu'ils connaissent, celui dont le nom revient alors à voix basse dans toutes leurs prières, c'est le Basilus Alexis Comnène, empereur des Romains. En réalité, Alexis serait plutôt empereur des Grecs, lesquels se proclament héritiers de l'Empire romain. Cette qualité leur est d'ailleurs reconnue par les Arabes, qui, au XIe siècle comme au XXe, désignent les Grecs par le terme de Roum, romain. Le domaine conquis par le père de Kilij Arslan, aux dépens de l'empereur grec, est même appelé le sultanat des Roums. À l'époque, Alexis est l'une des figures les plus prestigieuses de l'Orient. Ce quinquagénaire de petite taille, aux yeux pétillants, de malice à la barbe soignée, aux manières élégantes, toujours paré d'or et de riches draperies bleues, exerce une véritable fascination sur Kilij Arslan. C'est lui qui règne sur Constantinople, la fabuleuse Byzance, située à moins de 3 jours de marche de Nicée. Une proximité qui provoque chez le jeune sultan des sentiments mitigés. Comme tous les guerriers nomades, il rêve de conquête et de pillage. Sentir les richesses légendaires de Byzance à portée de sa main ne lui déplaît pas. Mais en même temps, il se sent menacé. Il sait qu'Alexis n'a jamais désespéré de reprendre Nicée. Non seulement parce que la ville a toujours été grecque, mais surtout parce que la présence des guerriers turcs à une aussi courte distance de Constantinople constitue un danger permanent pour la sécurité de l'Empire. Voilà, donc il décrit bien les données du problème à cette époque. On a affaire à une région qui est encore très fortement chrétienne, avec des envahisseurs minoritaires qui sont musulmans. Voilà, ensuite, page 77, occupation de Tripoli. Page 77. 77. Chaque fois que les Francs s'emparent d'une forteresse, ils s'attaquent à une autre. Leur puissance va continuer à s'accroître jusqu'à ce qu'ils occupent la Syrie tout entière et exilent les musulmans de ce pays. Farq el-Mulk Ibn Ammar, maître de Tripoli. Après tant de défaites successives, tant de déceptions, tant d'humiliations, les 3 nouvelles inattendues qui atteignent Damas en cet été 1100 succèdent bien des espoirs. Non seulement parmi les militants religieux qui entourent le cadi al-Harawi, mais aussi dans les souks, sous les arcades de la rue droite, où les marchands de soie grègent de brocart doré, de linge tamassé ou de meubles damasquinés, assis à l'ombre des vignes grimpantes, s'interpellent d'une échoppe à l'autre par-delà la tête des passants avec la voix des jours fastes. Début juillet, une première rumeur bientôt vérifiée,
le vieux Saint-Gilles, qui n'a jamais caché ses visées sur Tripoli, Homs, et l'ensemble de la Syrie centrale, s'est embarqué subitement pour Constantinople à la suite d'un conflit avec les autres chefs francs. On murmure qu'il ne reviendra plus. Fin juillet, arrive une seconde nouvelle, plus extraordinaire encore, qui se propage en quelques minutes de mosquée en mosquée, de ruelle en ruelle. Pendant qu'il assiégeait la ville d'Acre, Godefroy, maître de Jérusalem, fut atteint d'une flèche qui le tua. Relate Ibn al-Kalanissi. On parle aussi de fruits empoisonnés qu'un notable palestinien aurait offert aux chefs francs. Certains croient à la mort naturelle causée par une épidémie, mais c'est la version rapportée par le chroniqueur de Damas qui a la faveur du public. Godefroy serait tombé sous le coup des défenseurs d'Acre. Venant un an après la chute de Jérusalem, une telle victoire n'indiquerait-elle pas que le vent commence à tourner? Cette impression semble confirmée quelques jours plus tard, lorsqu'on apprend que Bohémond, le plus redoutable des Francs, vient d'être capturé. C'est Danishmed, le sage, qui a eu raison de lui, comme il l'avait déjà fait 3 ans plus tôt. Au moment de la bataille de Nicée, le chef turc est venu encercler la ville arménienne de Malatya. À cette nouvelle, dit Ibn Kalanissi, Bohémond, chef des Francs et maître d'Antioche, rassembla ses hommes et marcha contre l'armée musulmane. Entreprise téméraire, car pour atteindre la cité assiégée, le chef franc doit chevaucher pendant une semaine à travers un territoire montagneux, solidement tenu par les Turcs. Informé de son approche, Danishmed lui tente une embuscade. Bohémond et les 500 chevaliers qui l'accompagnent sont accueillis par un barrage de flèches qui s'abattent sur eux dans un étroit passage où ne parviennent pas à se déployer. Dieu donna la victoire aux musulmans qui tuèrent un grand nombre de Francs. Bohémond et quelques-uns de ses compagnons furent capturés. On les conduit, enchaînés, vers Nixar, au nord de l'Anatolie. Voilà, donc des aventures et des aventures, hein, comme dans Grousset. Voilà, donc c'est vraiment un sujet à de la romance historique, hein, du roman historique. Voilà. Donc, page 205, Saladin. 205. Saladin. Alors, les jardins de Saladin. Il va trop loin, Youssef. Tu dépasses les bornes. Tu n'es qu'un serviteur de Noureddin. Et tu voudrais maintenant t'emparer du pouvoir pour toi tout seul. Ne te fais surtout aucune illusion, car nous, qui t'avons sorti du néant, nous saurons t'y ramener. Quelques années plus tard, cet avertissement envoyé à Saladin par les dignitaires d'Alep apparaîtra absurde. Mais en 1074, alors que le maître du Caire commence à émerger comme la principale figure de l'Orient arabe, ses mérites ne sont pas encore évidents pour tous. Dans l'entourage de Noureddin, aussi bien du vivant de celui-ci qu'au lendemain de sa mort, on ne prononce même plus le nom de Youssef. Pour le désigner, on emploie les mots de parvenu, d'ingrat, de félon, ou le plus souvent d'insolent. Insolent, Saladin s'est généralement gardé de l'être, mais insolent, sa chance l'est à coup sûr. Insolente, sa chance l'est à coup sûr. Et c'est bien ce qui irrite ses adversaires, car cet officier kurde de 36 ans n'a jamais été un homme ambitieux, et ceux qui ont observé ses débuts savent qu'il se serait aisément contenté de n'être qu'un émir parmi tant d'autres si le sort ne l'avait protégé à son corps défendant au-delà de la Seine, projeté au-delà de la Seine. C'est malgré lui qu'il est parti en Égypte, où son rôle a été minime dans la conquête. Et pourtant, en raison même de son effacement, il s'est hissé au sommet du pouvoir. Il n'avait pas osé proclamer la déchéance des Fatimides, mais lorsqu'il a été forcé de prendre une décision dans ce sens, il s'est retrouvé l'héritier de la plus riche des dynasties musulmanes. Et quand Noureddin
a résolu de le remettre à sa place, Youssef n'a même pas eu besoin de résister. Son maître s'est subitement éteint, laissant pour tout successeur un adolescent de 11 ans, à Saleh. Moins de 2 mois plus tard, le 11 juillet 1174, Amaury disparaît à son tour, victime d'une dysenterie, alors qu'il préparait une nouvelle invasion de l'Égypte avec l'appui d'une puissante flotte sicilienne. Il lègue le royaume de Jérusalem à son fils Baudouin IV, un jeune homme de 13 ans, affligé de la plus terrible des malédictions, la lèpre. Il ne reste plus dans tout l'Orient qu'un seul monarque qui puisse faire obstacle à l'irrésistible ascension de Saladin, et c'est Manuel, l'empereur des Roums, qui rêve en effet d'être un jour le suzerain de la Syrie et veut d'envahir l'Égypte en collaboration avec les Francs. Mais justement, comme pour compléter la Syrie, la puissante armée byzantine qui avait paralysé Noureddin pendant près de 15 ans, se fera écraser en septembre 1176 par Kilij Arslan II, petit-fils du premier, à la bataille de Myriophalum. Manuel mourra peu de temps après, condamnant l'empire chrétien d'Orient à sombrer dans l'anarchie. Peut-on en vouloir aux panégyristes de Saladin d'avoir vu dans cette succession d'événements imprévus la main de la Providence? Youssef lui-même n'a jamais cherché à s'attribuer le mérite de sa fortune. Il a toujours pris soin de remercier, après Dieu, mon oncle Shirkou et son maître Noureddin. Il est vrai que la grandeur de Saladin réside aussi dans sa modestie. Un jour que Saladin, était fatigué et qu'il cherchait à se reposer, un de ses mamelouks vint à lui et lui présenta un papier à signer. Je suis épuisé, dit le sultan. Reviens dans 1 heure. Mais l'homme résista. Il colla presque la feuille au visage de Saladin et lui dit que le maître signe. Le sultan répondit « Mais je n'ai pas d'encre crié sous la main. » Il était assis à l'entrée de sa tente et le mamelouk remarqua qu'il y avait à l'intérieur un encrier. « Le voici l'encrier au fond de la tente, lança-t-il, ce qui signifiait qu'il ordonnait à Saladin d'aller prendre lui-même l'encrier, rien de moins. Le sultan se retourna, vit l'encrier et dit « Par Dieu, c'est vrai ». Il s'étendit alors vers l'arrière, s'appuya sur son bras et prit l'encrier de la main droite, puis il signa le papier. Voilà. Saladin. Ensuite, Saladin critiqué, page 235, je crois. J'écris vraiment mal. 235. Ah non, 233, mais j'écris mal. Alors, lorsque le maître de l'Égypte décida de livrer Jérusalem aux Francs, c'est plus tard, vers la fin de son règne, une immense tempête d'indignation secoua tous les pays d'islam. Sibt ibn al-Jawi, chroniqueur arabe, 1186-1256. Vénéré comme un héros au lendemain de la reconquête de Jérusalem, Saladin n'en est pas moins critiqué, amicalement par ses proches, de plus en plus sévèrement par ses adversaires. Saladin, dit Ibn al-Athir, ne montrait jamais aucune fermeté dans ses décisions. Lorsqu'il assiégeait une ville et que les défenseurs résistaient pendant quelques jours, il se lassait et levait le siège. Or, un monarque ne doit jamais agir ainsi, même si le destin le favorise. Il est souvent préférable d'échouer en restant ferme plutôt que de résister et de gaspiller ensuite les fruits de ses conquêtes, de ses succès. Rien n'illustre mieux cette vérité que le comportement de Saladin à Tyr. C'est uniquement sa faute si les musulmans ont subi un revers devant cette place. Bien qu'il ne fasse nullement preuve d'une hostilité systématique, l'historien de Mossoul, fidèle à la dynastie Sinki, s'est toujours montré réservé à l'égard de Saladin. Après Hétine, après Jérusalem, Ibn al-Hathir
s'associe à l'allégresse générale du monde arabe, ce qui ne l'empêche pas de relever sans complaisance aucune les erreurs du héros. S'agissant de Tyr, les reproches formulés par l'historien sont parfaitement justifiés. Chaque fois qu'il s'empare d'une ville ou d'une forteresse franque comme Acre, Ascalon ou Jérusalem, Salhaïdin permettait aux chevaliers et aux soldats ennemis de s'exiler à Tyr, si bien que cette cité était devenue pratiquement imprenable. Les Francs du littoral envoyèrent des messages à ceux qui étaient au-delà des mers, et ces derniers promirent de venir à leur secours. Ne devrait-on pas dire que c'est Salah ed-Din lui-même qui a en quelque sorte organisé la défense de Tyr contre sa propre armée? Certes, on ne peut reprocher au sultan la magnanimité avec laquelle il traitait les vaincus, sa répugnance à verser le sang inutilement, le strict respect de ses engagements, la noblesse émouvante de chacun de ses gestes ont aux yeux de l'histoire au moins autant de valeur que ses conquêtes. Il est cependant incontestable qu'il a commis une grave erreur politique militaire. En s'emparant de Jérusalem, il sait qu'il défie l'Occident et que celui-ci réagira. Permettre dans ces conditions à des dizaines de milliers de Francs de se retrancher à Tyr, la plus puissante place forte du littoral, c'est offrir une tête de pont idéale à une nouvelle invasion. Surtout que les chevaliers ont trouvé, en l'absence du roi Guy, toujours captif, un chef particulièrement tenace en la personne de celui que les chroniqueurs arabes appellent Al-Marchik, le marquis Conrad de Montferrat, nouvellement arrivé d'Occident. Voilà, donc c'est un livre magnifique à lire. Alors ce n'est pas un roman, je vous l'accorde, mais ça se lit un peu comme un roman. Et c'est un point de vue, c'est le point de vue arabe, qui est très intéressant à lire, bien naturellement. Hein. Donc je vous rappelle, Amin Malouf, Les croisades vues par les Arabes, La barbarie franque en Terre Sainte. Donc ça c'est publié par qui? Par Jean-Claude Lattès, c'était en 1983. Hein, voilà. Ça se trouve très facilement dans la collection J'ai lu, là en l'occurrence. Hein, c'est le format de poche, quoi. En J'ai lu. Ça se trouve, vous pouvez le commander en librairie, vous pouvez l'avoir sur Internet. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous retrouve très bientôt pour un autre sujet. À très bientôt.